Donc on va balancer quand même, le temps que tout le monde se connecte. Donc salut à tous. Alors pour ceux qui me connaissent, salut. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je me présenterai rapidement. Je m'appelle Samuel Laborieux, je suis barman de profession, aussi conseiller vendeur en Rome, donc à la distillerie HSE. Et donc je vais l'idée ce petit live où on va justement parler un petit peu de ce monde du rhum et du parallèle qu'on peut faire avec le monde des cocktails, puisque c'est les deux mondes dans lesquels j'ai les pieds. Il y en a pas mal qui nous regardent depuis la métropole, donc ce sera plutôt bonsoir. Et pour ceux qui sont ici, bon ben c'est un peu l'heure de l'apéro. Je pense que là-bas aussi, hein, c'est un peu l'heure de l'apéro, peu importe. Donc on va commencer par un petit cocktail. Un petit cocktail, voilà, on est assez l'heure de l'apéro, on va passer à table pour certains. On va enclencher sur un petit cocktail. Hop. Je vous ai fait un petit set. On va se mettre en tenue. Tenue du samouraï barman. Hop là. Ça se connecte. Salut à tous. Salut Mike. Coco. Impec. Ah non. Alors, petit cocktail très simple, hein, vous allez voir, avec si possible ce que vous avez chez vous. On va revisiter un petit classique que j'aime bien, à savoir le Mai Tai. J'en parlais récemment avec quelqu'un, c'est un cocktail type tiki, donc coucou à Mike encore, avec des notes assez tropicales. Pour ceux qui connaissent le tiki, ça vient essentiellement de la Polynésie. Donc cet univers aussi, hein, sous les tropiques. On va faire quelque chose d'assez nice. Alors je suis en rupture de glaçons. Et oui, confinement oblige. J'aurais pu en faire avec, mais j'avais pas envie. J'ai pris les petits glaçons que j'avais chez moi. Mais ça va le faire quand même. Alors, les glaçons qui me restaient dans le congèle. On va partir sur une base de sirop de gingembre, pour appuyer un autre sirop que j'aime bien utiliser dans les tikis, savoir les sirops type sirop complexe, j'appelle le Falernum. Donc je vais lui donner un petit peu de boost déjà avec ce sirop de gingembre maison. On va parler des sirops, ne vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment pas sorcier, enfin un petit peu. Sirop de Falernum, alors là c'est un Falernum industriel, mais c'est aussi facile à faire. Enfin, c'est pas trop compliqué à faire à la maison. Le Falernum, dites-vous que c'est un hybride entre le rhum spice, les rhums épicés je veux dire, et l'orgeat. Voilà, donc c'est un petit sirop qui se mêle bien dans tout ce qui est cocktail, tiki, dans les punch. On peut même l'utiliser en sirop pour faire un petit punch, ça fonctionnera très bien. Ensuite, je pars sur du jus d'ananas, assez incontournable en général quand on fait des tikis, donc les fruits tropicaux, hein, toujours privilégier les fruits tropicaux. Pareil, le jus d'ananas, c'est quelque chose qui est assez facile à trouver. On peut même en faire avec du fruit directement, n'hésitez pas. Le triple sec, ici, je remplace par on est en Martinique, hein, notre triple sec à nous, donc le shrub. Ici maison, mais bon, si vous avez du Grand Marnier, du Cointreau là-bas, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est le même concept. Un petit rhum blanc très parfumé que j'aime bien aussi pour les cocktails. Le Parcellaire de chez HSE, avec des belles notes d'agrumes. Un petit whisky élevé en fût de rhum, donc qui garde ces belles notes un peu réglissées qu'on a dans le whisky. Et qui amène aussi des notes un peu caramélisées qu'on n'a pas dans le whisky justement, mais qui sont amenées là par le fût de rhum. Un petit citron frais. Voilà.
Et le tour est joué. Vous pouvez équilibrer avec du bitter. Alors moi j'ai des bitters tiki. Pour le coup, je vais utiliser un petit bitter Aphrodite qui va relever un peu le côté spicy et les notes de gingembre. Donc quelques drops, pas beaucoup, voilà. Et on va shaker tout ça. Je vais vous demander qu'est-ce que je fais avec le bol là. Qu'est-ce que je fais avec le cul de poule, on va voir tout de suite. Et ça aussi, petit tuyau qui traîne devant moi là, on va voir à quoi ça sert dans pas longtemps. Voilà. Une fois qu'on a bien frappé. Alors normalement, les glaçons dans le cocktail, c'est pas un ingrédient. C'est considéré comme un ustensile. Les glaçons sont là pour descendre la température du cocktail. Alors là, aujourd'hui, j'ai pas assez de glaçons pour faire justement les deux phases, glaçons pour le verre et glaçons pour le shaker, mais surtout dans les tropiques et dans les pays où il fait chaud, il fait assez chaud, n'hésitez pas à utiliser justement les glaçons pour le verre que vous allez justement essorer par la suite, et les glaçons pour le cocktail que vous allez strainer, que vous allez retenir avec le strainer. Mais là, aujourd'hui, on déroge à cette règle. Je précise bien aujourd'hui. Là, je vais m'en rajouter quelques petits glaçons. Voilà. Et quelque chose que j'aime bien faire avec les cocktails. Ouais, j'ai une petite spectatrice là. Coucou mon chat. Bisous ma puce. La femme numéro 1. Voilà. On va le smoker. Alors, je peux déjà même lui mettre son garni. Garniche, vous pouvez mettre votre tranche d'ananas. Moi je mets une petite tranche d'ananas déshydratée parce que j'en ai. Voilà. C'est pas dit que tout le monde ait ça chez soi. Et là voilà, on va faire en fait ce qu'on appelle, on va smoker le cocktail. Donc, je vais mettre par-dessus la cloche là. Et je vais amener avec le smoking gun de la fumée. Imprégner un petit peu tout, le verre, le cocktail. Encore une fois, je vais utiliser des choses qu'on a ici. Et je vais utiliser donc des copeaux de canne à sucre. Oh, pas bien là. Alors, en général, pour le smoking gun, on utilise du bois, des copeaux de bois assez spécifiques. On peut utiliser du tabac aussi, du tabac de cigare. Moi, je vais utiliser mon copeau de canne à sucre. Ça va donner un effet boucané. Voilà, le petit effet boucané qu'on retrouve dans la cuisine antillaise aussi quand on fait le poulet. Ben là, on va l'avoir dans le cocktail. Donc, c'est parti. Je vois bien la caméra, mais ça commence à se troubler. Voilà. La fumée qui arrive commence à arriver dedans. Voilà. On laisse descendre tranquillement. Donc que tout ce qui est la fumée, tout le bois soit consommé. Enfin la fumée. Voilà. Alors, si vous avez un détecteur de fumée à la maison, c'est le moment de l'éteindre. Et voilà. Voilà. C'est une méthode de cuisson aussi, hein, le fumage comme ça avec le smoking gun. Donc c'est utilisé dans la gastronomie, dans la cuisine essentiellement, mais de plus en plus dans les cocktails. Ça va ramener donc pour moi cet effet boucané que je veux, donc la canne à sucre qui brûle et qui m'amène ce côté fumé, mais comme si on avait brûlé du caramel. Ça va le greffer tout autour du verre, sur le garnish, sur la mousse, et ça donne vraiment quelque chose d'assez sympa. Donc ça c'est mon petit Mai Tai revisité, encore une fois. Donc ça vous donne une indice pour une des questions qui m'a été posée, quel est mon cocktail préféré.
Là, vous avez un petit indice pour ceux qui sont intéressés. Voilà, on a laissé bien imprégner. Voilà. Et normalement, on a quelque chose de vachement sympa. Alors, je peux pas vous l'envoyer via l'écran, mais bon, je peux vous dire ce que ça donne. Donc, on a l'ananas là qui vient, l'effet boucané derrière, ça donne une petite odeur voilà, d'ananas rôti. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Je vais refaire des glaçons pour m'en faire un autre tout à l'heure, parce que c'est vraiment sympa. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, qui ont eu le temps de se connecter, bienvenue. Hop, hop, hop. On range un peu le bordel. Hop. Et voilà. Hop. Voilà. Donc pour les confinés, petite idée cocktail. Pour ceux qui vont passer à table. Cheers. Et je vais retirer mon habit de cérémonie. On va passer à la partie un peu plus sérieuse du live. Donc là, je vous emmène au bureau. J'ai une petite question, la smoking gun. Pour ceux qui sont en métropole, ben, c'est assez facile à trouver dans les magasins d'ustensiles culinaires, dans les magasins spécialisés bar, hein, tout ce qu'il y en a là-bas. Donc c'est pas très très compliqué à trouver. Ouais, chin chin. Donc ce qui est bien, c'est que je m'attendais pas à avoir autant de questions. Ouais, c'est bien. Je m'attendais pas à avoir autant de questions. Mais je m'attendais pas à avoir surtout des questions vraiment, on va dire, ciblées sur ceux que j'avais déjà prévu d'aborder. Donc ça, c'est génial. Comme ça, je vais pouvoir rester un peu dans ma trame et au passage répondre à toutes les questions que vous m'avez posées pour ce live. Donc très intéressant. Merci à tous ceux qui ont posé les questions. Je vais essayer de répondre au mieux. Encore une fois, pour certaines choses, je vais donner mon avis. Je ne suis pas le dieu du cocktail en Martinique. Donc pour certaines questions, on me demande voilà, qu'est-ce que le cocktail en Martinique, comment ça évolue, patati patata. Je vais donner mon point de vue de ce que je vois, voilà, de ce que j'ai vu en tout cas dans ma carrière jusqu'ici. Voilà. Donc petite présentation rapide pour ceux qui ont rejoint en cours. Donc moi c'est Samuel Laborieux, cofondateur de l'entreprise Caribbean Bartenders, donc, que vous connaissez depuis quelques temps, où on fait donc essentiellement de l'événementiel, du coaching, de la formation pour les établissements. On vient en aide voilà, aux restaurateurs qui ont besoin de dynamiser cet espace bar. Donc voilà, c'est une entreprise qui est un peu née de ce constat. Le constat qu'il y a un réel retard en Martinique vis-à-vis de la métropole sur la qualité de la prestation bar. Donc c'est un peu ça, ça a été un peu ça dès le départ mon leitmotiv, améliorer les choses ici en fait, parce que je suis revenu de métropole en 2010, voilà, après une année et demie là-bas, et après avoir justement baigné un peu dans le monde à Paris, à Bordeaux, dans les différents bars, parce qu'il y a une meilleure offre là-bas, c'est sûr, et d'avoir goûté à des choses assez sympas, d'avoir vu une qualité de prestation là-bas. Je ne vous cache pas qu'en revenant ici, l'année d'après, j'ai été assez déçu, puisque voilà, les cartes de restaurant, c'était assez. Ça tournait un peu en rond. On était entre le Kaipi, Piña, Morito, Kaipi, Piña, Morito, Kaipi, Piña, Morito, voilà. Quel que soit le restaurant où vous alliez, il n'y avait pas de création, il n'y avait pas vraiment de barman professionnel. Souvent, c'était un serveur qui était là, qui essayait de proposer quelque chose, voilà. On n'avait pas vraiment cette offre-là, et je trouvais que c'était dommage pour une île qui se veut touristique, pour une île qui se veut axé tourisme en tout cas.
de ne pas avoir une qualité d'offre à ce niveau. Donc c'est un peu ça qui m'a fait me lancer. Donc l'entreprise avant c'était Private Bartenders, pour ceux qui l'ont connu. Et j'ai donc deux associés, Boris et Mike, qui m'ont rejoint en cours de route et qui m'ont permis de pas mal dynamiser les choses et donc d'arriver on va dire, à la qualité de prestation déjà qu'on a actuellement, à la visibilité, et voilà, tous les petits points logistiques qu'on a pu caler justement, puisque c'est sûr que plus on est de fous, plus on rit, et plus on est nombreux, plus on peut avancer mieux et vite. Donc je leur passe un petit coucou au passage, à mes associés, à mes collaborateurs aussi, hein, puisqu'il y a aussi des bartenders qui ont un peu adhéré à notre concept, à notre vision des choses, et qui donc travaillent régulièrement avec nous. Donc eux aussi je les salue. Et puis plus largement tous les bartenders de Lille qui à mon sens, à mes yeux, font le taf. Et qui ont fait que en quelques années, on a, je dirais pas rattrapé le retard, mais on est beaucoup moins à la traîne sur certaines choses qu'il y a 10 ans. Voilà, donc ça c'était pour l'entreprise. Donc pour ceux qui n'ont pas encore jeté un petit coup d'œil, donc Caribbean Bartenders avec un Z à la fin, sur Facebook, sur Insta, pour jeter un petit coup d'œil à ce qu'on fait déjà depuis quelques années. Et il y a aussi au cours de route plusieurs entreprises et accessoirement des distilleries, et ça j'en suis pas peu fier, qui ont vu la qualité de notre travail, qui ont voulu nous appuyer très rapidement. Salut à ceux qui rejoignent, David, Kevin. Donc voilà, qui depuis quelques années font régulièrement appel à nous, ce qui n'était pas le cas hein, il y a des années. Il y avait souvent ce réflexe d'aller chercher justement la qualité de prestation de bar, d'aller aller chercher en métropole. À juste titre, hein, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas, je trouve, la qualité ici. De plus en plus, on a réussi à fédérer, en tout cas à notre petite échelle, à attirer en tout cas l'œil des professionnels d'ici sur les bartenders de l'île. Donc ça c'est sympa, donc il y a HSE qui nous suit, on a aussi Trois-Rivières qui on collabore régulièrement, on a aussi JM qui a récemment fait appel à nous et qui sont aussi très satisfaits parce qu'ils nous suivent aussi depuis quelques temps. Les livraisons c'est une question qu'on va aborder peut-être plus tard. C'est une idée qui trotte dans notre tête depuis le début du confinement, enfin depuis même avant le confinement, mais depuis le début du confinement ça trotte un peu plus. Il y a déjà des bartenders qui la proposent là-bas. Moi je suis de l'avis de faire les choses bien carrées. Et à l'heure actuelle je pense qu'il nous manque quelques petites choses au niveau logistique, puisqu'encore une fois il y a cette histoire de coronavirus et de confinement. Pour être au point là-dessus, mais on vous fera savoir quand on le sera. Assez rapidement, donc guettez la page et l'Instagram, Facebook de Caribbean Bartenders pour ça. Donc là je digresse, on va revenir un peu sur le sujet. Les cocktails, le rhum, le food pairing. On va un peu descendre dans ce sens. Donc les cocktails, qui dit cocktail dit le monde des bartenders. Donc le bartender, pour ceux qui n'ont pas vraiment idée de ce que c'est ou qui n'arrivent pas vraiment à se dire que moi je sais faire un mojito, est-ce que je suis bartender? Donc un bartender, à mon sens, la définition, c'est vraiment on va dire, serveur ou l'équipier de la restauration, en partie salle, qui est dédié. C'est pas quelqu'un qui fait serveur et qui fait barman à côté, c'est quelqu'un qui est dédié à la confection des cocktails. Et c'est un poste très important dans un restaurant, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, parce que c'est le seul poste où il y a à la fois service et production. Donc je m'explique, le cuisinier par exemple, il est en cuisine en général, hein, dans les restaurants classiques, le cuisinier en cuisine, il n'interagit pas nécessairement, sauf cas exceptionnel, cuisine ouverte, etc., avec le personnel de salle. Le serveur, lui, de son côté, il sert et n'intervient pas nécessairement dans les parties de production. Donc c'est deux tâches distinctes qui se répartissent. Tandis que le barman, lui, il est côté clientèle, il a un comptoir donc qui est accessible aux clients et donc il doit produire aussi et servir. C'est un pivot assez important pour moi dans le monde de la restauration, en tout cas de ce que j'ai vu dans mon parcours dans le monde du bar. Donc ça passe par nécessairement des connaissances, ça passe par nécessairement donc du savoir-faire, de la méthodologie, des techniques, puisqu'on ne peut pas forcément... salut ceux qui rejoignent, salut Grégory.
Salut peuple du Rhum. Donc on peut pas nécessairement voilà, devenir autodidacte dans tout. Moi je l'ai fait pour le bain parce qu'effectivement il y a des petites lacunes à mon sens sur l'offre aussi. Bah, s'il y a un problème de l'offre de qualité de service, c'est forcément qu'en amont, il n'y a pas forcément de moyen de se former là-dessus en Martinique. Autodidacte, j'ai un peu débuté en faisant des extras en restauration. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis formé sur le tas, donc j'ai bouquiné, j'ai été sur Internet. Je me suis voilà, pas mal formé aux côtés des gens avec qui je travaillais, qui avaient déjà donc de l'expérience. Voilà, j'ai bossé à l'étranger, j'ai bossé sur les paquebots de croisière. Voilà, c'est des choses qui sont assez formatrices dans le milieu et je trouve que un barman, c'est aussi quelqu'un qui a cette chance, qui a un métier où c'est assez facile de voyager. Donc, assez intéressant pour ceux qui aiment voyager de se lancer dans le monde du bar. Et donc, voilà, petit à petit, arrivé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, où je me suis maintenant diplômé dans la filière, voilà, dans ce que je fais. Euh, c'est mon enfant. Salut Stéphanie. Donc petit à petit, voilà, j'ai essayé donc, je suis parti vraiment sur ce leitmotiv dont je vous parlais tout à l'heure, d'essayer de professionnaliser l'offre de bar ici, en tout cas à mon échelle avec mon entreprise, avec mes deux petites mains. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui. Donc le monde du cocktail en Martinique évolue à son rythme, on va dire. J'ai pas envie de dire lentement plus que je carbure de mon côté, en tout cas je connais des gens qui carburent là-dessus. Mais c'est vrai que ça manque d'infrastructures, ça manque de centres de formation qui donnent envie, parce qu'il y en a. Il y en a, mais il faut effectivement donner cette envie, cette vocation. Il y a par exemple aussi l'école hôtelière d'ici, en tout cas la principale école hôtelière qui a du mal à maintenir la filière. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout d'ailleurs de classe de mention complémentaire barman qui sont dispensées. Moi, j'ai acquis le brevet professionnel que j'ai passé avec les acquis de l'expérience. Le brevet professionnel, c'est le niveau au-dessus, on va dire, qui permet d'accéder au poste de chef barman et ce genre de choses. Donc, petit à petit, voilà, les choses se font, mais voilà. C'est parce qu'il y a des gens, je ne vais pas dire comme moi, qui essaient en tout cas de faire en sorte que ça avance. Donc, petit à petit, ça ira. Donc, et on peut facilement faire le parallèle donc avec le monde du bar et du rhum, puisque du coup c'est un ingrédient qu'on utilise assez fréquemment, pour ne pas dire tout le temps. Euh, Est-ce que je serais... Ben écoute, la formation, Kevin, c'est un truc qu'on fait déjà plus ou moins. Pas de formation diplômante bien sûr, mais on coach pas mal de gens avec qui on travaille sur les restaurants qui collaborent avec nous. Et nous-mêmes avec nos collaborateurs, en tout cas ceux qui en ont besoin, on n'hésite pas à donner voilà, des astuces, des tips qu'on a nous acquis hein, et qui pourront servir par la suite. Donc prof, pourquoi pas, on verra ce que ça donne, on verra si justement ils arrivent à recréer la filière ici. Il nous manque deux trois petits diplômes à caler derrière, mais bon, je pense c'est surtout des diplômes de formation, mais en tant que détenteur du brevet professionnel, avec le niveau que j'ai, donc je peux dispenser déjà des formations assez carrées. On a déjà d'ailleurs eu l'occasion de le faire dans un restaurant qui formait des stagiaires. Donc en ce sens, voilà. Ouais, bon. Samuel Labrue. Bon. Alors, ça c'est des commentaires de coucou entre vous, ça c'est sympa. Je suis devenu un petit lieu de rencontre pour... c'est sympa. Salut à tous. Eh ben oui, ben, tout le monde va bien, c'est cool. Alors, donc le parallèle entre le monde du cocktail et le rhum est donc assez facile à faire. Donc j'ai eu la chance donc de commencer à travailler là-dedans il y a à peine 2 ans. À la distillerie HSE pour ceux qui la connaissent. Et donc ça a été assez aussi formateur parce que je suis quelqu'un qui aime bien apprendre et qui aime bien voilà, se renseigner sur des choses.
J'avais déjà des notions, comme tout bartender qui se respecte sur le rhum, donc des notions de base sur la fabrication, et comme tout Martiniquais qui se respecte, j'ai même envie de dire, euh, donc sur la production, sur les grandes lignes de la fabrication du rhum. Mais effectivement, en se penchant vraiment là-dessus, j'ai réalisé que c'est vraiment pas un monde à part entière, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, c'est un alcool qui a le vent en poupe ces dernières années dans le monde des spiritueux euh, et qui n'a pas cessé je pense, qui n'a pas fini de nous surprendre. On a en plus la chance d'être en Martinique et donc d'être, j'ai envie de dire, en institution, dans le monde, une véritable institution dans le monde du rhum, avec notre appellation et tout ce qui s'ensuit. Et donc, effectivement, petit à petit, je me suis intéressé à ce monde du rhum et j'ai découvert des choses assez sympas. Ça m'a réconcilié avec certaines choses dans le rhum d'ailleurs. Et il y a aussi ce travail ouf que font les distilleries depuis quelques années pour pousser les choses, pour pousser le produit, je ne vais pas dire dans ses derniers retranchements, parce qu'il y a encore des choses à faire, mais voilà, pour un peu cadrer les choses, un peu amener des explications, des choses plus claires pour expliquer par exemple la variabilité entre tel ou tel rhum, entre telle ou telle typicité. Voilà, il y a de plus en plus cette expertise des fûts qui permet de comprendre certaines choses, de comprendre pourquoi ça nous plaît, pourquoi ça nous plaît un peu moins. Donc voilà, donc je passe un grand coucou à toute l'équipe d'ailleurs d'HSE et à tous les gens que j'ai rencontrés là-bas et qui m'ont amené beaucoup de choses. Je vous serai à jamais reconnaissant. Je pense à des gens comme Stéphanie qui est là, qui nous regarde, à des gens comme Cyril, des gens comme Alex, comme Monsieur Lampin, comme Géry, hein, Géry aussi. Une des premières fois que j'ai rencontré Géry, c'était d'ailleurs c'était pendant le Rhum-Bélion, concours de Trois-Rivières. Voilà, des gens comme Monsieur Daniel Baudin, effectivement, très belle rencontre avec ce monsieur. Voilà, donc c'est des choses voilà, qui font que maintenant j'ai, entre guillemets, des petites notions sur le rhum et en tout cas sur tout ce qui tourne autour du rhum. Euh, on travaille aussi donc avec HSE, je vous parlais tout à l'heure du parallèle entre le rhum et le cocktail sur des événements depuis près de 2 ans, sur amener donc ce monde du cocktail en Martinique à se pencher vraiment sur le rhum et aussi le rhum qui de plus en plus commence à sortir des produits euh, très orientés pour le bain, donc des produits assez calibrés en termes d'apport aromatique, en termes de strength pour les cocktails. Ça c'est super sympa aussi. Et donc on fait ce travail depuis près de 2 ans avec eux, donc régulièrement sur leurs événements, faire des créations de cocktails pour les événements qu'ils font chez eux. Et on a aussi donc créé cette gamme de cocktails signature, les gammes de cocktails Tiponche, pour ceux qui connaissent, Tiponche avec T-E-A pour le thé. On a justement fait se rejoindre via la mixologie le monde du thé, le monde du rhum, de choses assez distinctes, qu'on a réussi à sans s'envoyer des fleurs, à très bien mêler. Rhum Martiniquais numéro 1, tu as tout à fait raison. Salut les Guadeloupéens qui nous regardent. Non, il y a des très belles choses en Guadeloupe. Il faut surveiller les Guadeloupéens parce qu'ils commencent à faire des choses. Faut pas non plus, faut pas se reposer sur nos lauriers. Donc voilà, donc cette gamme de cocktails que j'ai créé avec mes collaborateurs. Vous avez certainement vu les petites vidéos qui ont tourné là récemment. Voilà, c'est vraiment très sympa. C'était vraiment très sympa de faire ce projet avec HSE. D'une part parce que c'est l'une des maisons, sans faire le sponsorisé, où je trouve que dans la gamme, il y a vraiment, on va dire, plusieurs références dans chaque partie de la gamme qui me plaisent. C'est-à-dire qu'il y a des rhums où je vais aimer le blanc, et les vieux, j'aurais du mal avec la plupart des vieux, ou bien je vais aimer les vieux, les extra vieux, ou les hors d'âge, ou les choses assez complexes, et pour le blanc standard, j'aurais un petit peu de mal. HSE, c'est vraiment la maison où du blanc à l'extra vieux hors d'âge, il y a des petites choses qui me plaisent. Donc ça, c'est pour ça que j'adore travailler avec cette maison. On fait des choses assez sympas depuis quelques années, donc cette gamme Tiponche que j'espère que vous avez le temps de voir.
Euh, que penses-tu de la tour de l'an? Alors, je vais quand même regarder quelques petites questions qui ont été posées. Parce que je pense à la tour de l'an. Faut être plus précis, Rudy. Je crois que c'est pas, il n'y a pas qu'une seule référence de la tour de l'an. Ok, belle idée de concept. Comment chez moi, ça a donc, on a souvent dû justement, on amène, vous avez vu les choses petit à petit, on a parlé du cocktail, du rhum, et on arrive à cette notion de food pairing. On a souvent dû, et c'est d'ailleurs un challenge récurrent euh, des responsables d'HSE que je ne citerai pas, donc comme Stéphanie et Cyril qui nous mettaient souvent à rude épreuve, qui donc nous souvent nous demandaient, salut, nous demandaient donc de travailler des accords de mets. Donc ça a été un temps avec le chocolat, un temps avec les pâtes de fruits, un temps avec les mets fumés, un temps avec les fruits de mer, un temps avec le fromage. Voilà. Ça swing vraiment pas mal, vous voyez. Et donc voilà, c'était souvent ça le challenge, de créer des cocktails qui se marient, on va dire, euh, assez bien avec donc avec certains mets. Donc les mets que j'ai cités ce ne sont pas du tout exhaustifs, on a fait pas mal de choses. Et donc pour arriver à cette notion de food pairing, qu'est-ce que c'est sur les grandes lignes? Alors sans entrer dans les détails trop poussés, parce que sinon on va commencer à parler de chromatographie, de propriétés physico-chimiques de chaque élément, de tout ce qu'il y a comme molécules dans les aliments dans les spiritueux ou dans les produits. Alors, à quand des rhum finish dans des fûts d'alcool de marque? Alors, ben, écoute, Johan, je vais répondre à ta question dans quelques minutes. Donc voilà, donc c'est pour les grandes lignes, le food pairing, en tout cas les accords de mets, c'est réussir à jouer sur des axes de différents produits pour créer, on va dire, une osmose, on va dire soit quelque chose qui se marie bien, donc cette notion on va dire de fusion, de quelque chose qui se marie bien, donc de assez fusionnel, pour créer un goût, on va dire, un petit peu juste au milieu des deux mondes parce que ça se marie bien. On peut jouer aussi sur la notion on va dire, de contraste, donc deux choses qui sont assez opposées, mais qui mises ensemble je sais pas comment dire, vont un peu s'annuler et créer autre chose. Euh, donc c'est un peu ça le food pairing. Donc voilà, on peut jouer sur la notion de fusion, de contraste ou encore de complémentarité, si on peut le dire ainsi. Donc des choses qui vont déjà bien ensemble parce que c'est des notes assez similaires. Donc on parlerait donc des mélanges fraises, framboises. Voilà, c'est des fruits qui sont pas trop loin, on va dire au niveau du goût, et donc qui vont assez bien se marier ensemble. Pour la notion de contraste, on en a beaucoup dans la cuisine, la cuisine asiatique, donc avec le sucré salé. C'est plus ou moins assez opposé, le sucré salé, et donc ça crée des fois un bel équilibre. Quand on va sur les trucs sauce aigre douce, enfin les trucs qui fonctionnent déjà bien, sauce aigre douce, sauce caramel, etc., avec des mets salés. Et pour la notion de fusion, on peut parler donc de choses qui sont, on va dire, sur le plan, c'est des choses qui n'ont vraiment rien à voir entre elles, c'est même pas opposé, mais mises ensemble, on a vraiment quelque chose d'assez linéaire, d'assez parfait. Alors, pour comprendre un peu comment je vois les choses, moi je vois le goût comme une mélodie. En fait, quand je porte quelque chose à mon nez ou à ma bouche, en fait, j'essaie de voir en fonction des notes qui arrivent sur mes papilles, qu'est-ce que ça m'évoque. Des notes aiguës, on va parler des trucs assis, machin, et des notes un peu plus rondes, voilà, on va parler sur des notes graves. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je suis un peu possédé dans ma tête, si on peut le dire comme ça. Salut Guillaume. Un autre possédé, lui. Et, il fait des trucs assez sympas là récemment. On va venir goûter, on va venir manger chez toi, Guillaume. On sait maintenant où ça, il faut aller manger. Voilà, donc ces trois notions. Donc voilà, il faut jouer sur les axes de chacun des produits.
Et donc voilà, si ça vous intéresse, on peut déjà faire quelques petits parallèles dans le monde du rhum sur des accords de mets qui vont fonctionner assez bien pour ceux qui ont du rhum de Martinique chez eux. Donc pour le rhum blanc, il y a cet axe assez végétal. Donc c'est végétal, minéral, iode. On a du fruité, on a des épices, on a de l'agrumes, on a de l'anis. Voilà, c'est essentiellement autour de ça que tournent les notes du rhum blanc. Alors ça, c'est des choses qui vont bien se contrebalancer avec, je donne des exemples encore une fois, avec du poisson, avec des fruits de mer. On a souvent justement le fameux tiponche qui arrive sur les tables en Martinique, accompagné de son petit bol d'acra. Ça, c'est un... Samuel est ciné... Alors en français, je veux bien la définition, Stéphanie. Alors voilà, l'acra qui arrive avec euh, qui arrive donc avec le petit punch, voilà, parce qu'on a ces arômes assez citron et l'alcool un peu, voilà, un peu plus relevé, qui va bien se marier avec tout le côté épices et aussi de tout ce qu'il y a d'assez végétal dans l'acra, donc les légumes comme la carotte, etc. Tous ces petits agents de texture. Quand on va dans le rhum ambré, donc on commence à viser donc tout ce qui est avec l'apport du tonneau. On conserve un tant soit peu les notes du blanc, mais on commence à avoir donc le côté fruits, on va dire fruits tropicaux. On commence aussi à avoir des notes légèrement vanillées, ça dépend des tonneaux bien sûr, mais en général on commence à avoir ce côté gourmand qui est amené essentiellement par les fûts de chêne américains, pour ceux qui voient un peu ce que je veux dire. Donc là on peut déjà aller sur les mets, donc les choses assez salées, donc les mets fumés, saumon fumé, le petit thon fumé. Voilà, ça sur la table, vous baissez ça sur la table et ça fera un très bel, en tout cas un très bel accord de mets. On peut aller donc sur le rhum vieux, donc avec tout ce qui est vanille. Là, on commence à avoir un peu plus de vanille, donc en tout cas quelque chose de mieux pesé. Et aussi, donc, on commence à avoir les notes légèrement compotées, on va dire. Quand on va vers le vieux VSOP, quand même, hein, donc les vieux, 3 ans, légèrement plus, on va dire 3 4 ans. On commence à avoir ce côté compoté, les fruits secs qui commencent à arriver. Là encore, c'est une question de typicité de fût. Donc là, on peut aller sur les choses un peu plus gras, les corps un peu plus gras, donc foie gras, les viandes blanches, donc les blancs de poulet, les choses comme ça. Euh, les, ça va bien avec les fruits aussi, les fruits cuits, donc rhum vieux même il y a ce fameux tiponche qu'on fait souvent en Martinique, donc avec le rhum vieux et les surets de cochon. Voilà, ça c'est des accords aussi, hein. Quand on met un fruit confit ou un fruit en confiture dans un petit punch. Et tout ce qui sera extra vieux, donc là c'est un peu plus complexe parce que là ça dépend vraiment de l'assemblage qu'a fait le maître de chai. C'est mon cocktail qui va fondre, hein. Euh, euh, tout ce qui va commencer à toucher à la réglisse, encore une fois c'est une question de typicité de fût, je rentre pas là-dedans, mais on va toucher à la réglisse, aux notes de cuir, on va commencer à avoir le fruit à coque et un boisé déjà beaucoup plus présent, donc totalement estompé le côté canne fraîche depuis longtemps, là, dès le vieux, hein, dans le rhum. Là, on peut aller donc sur les choses beaucoup plus expressives, puisque le rhum vieux en lui-même, l'extra vieux, il aura déjà quelque chose de très très. Il aura beaucoup de choses à raconter de son côté. Donc il ne faut pas que ce que vous mettez en face n'ait pas des notes assez solides. Donc il faut aller soit sur des trucs assez gras. Donc on peut rester dans le foie gras, on peut rester dans le foie gras cuit, donc foie gras toasté, foie gras poêlé. Avec des confits, avec des confitures, avec des confits d'oignons, des choses comme ça. Ou dans les desserts, bien sûr après, donc les desserts au chocolat, les desserts aux fruits, les tartes tatin, les tartes de citron meringuées, voilà, toutes ces petites choses où on commence à avoir quelque chose d'assez solide de l'autre côté pour contrebalancer. Donc ça c'était pour les accords de mets et de rhum. Et ça peut déjà donner des pistes en fait. C'est ça qui est bien de comprendre ça pour ceux qui veulent justement mêler les deux, le monde du rhum, des cocktails, etc. et le monde des mets. On peut déjà voilà, partir sur ces petites bases-là et, euh, et faire des accords assez sympas. Euh, Ta nièce, elle est à la sieste là. On va l'envoyer à la sieste. Donc voilà, on fait des choses assez sympas. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Après, il y a ce formidable outil, hein, on est en 2020. C'est je veux dire, le seul truc qui fonctionne
Actuellement, Internet, il y a de fabuleux exemples. Je m'en suis souvent inspiré de cuisiniers ou de plats ou d'accords de mets qui ont été trouvés par des cuisiniers. Apparemment, maintenant, il y a aussi des applications, des logiciels qui permettent de composer. Mais bon, je trouve que la cuisine, c'est toujours quelque chose ça doit rester assez vivant. Et n'hésitez pas des fois à aller sur des choses qui ne fonctionnent, qui sur le papier n'ont pas l'air du tout de fonctionner. On peut être assez surpris et faire des très très belles rencontres. J'ai eu des questions là-dessus là d'ailleurs. Euh, J'avais une question là-dessus, que je me souviens bien. Mais d'ailleurs, on va passer aux questions hein, comme ça. Ça va me permettre de refaire un petit peu le tour et de peut-être revenir sur des points que euh, j'ai pas assez peut-être explicité. Donc j'ai eu Monsieur Émeric Prévost, je sais pas s'il est là. Émeric Prévost, euh, qui me posait donc des petites questions. Sur quel élément se baser pour un accord entre mets et rhum, plutôt son nez et sa bouche. En cuisine et au bar, les deux. Par exemple, en dégustation de rhum, vous avez souvent des verres voilà, qui sont profilés pour, parce qu'il y a ce côté olfactif qui joue un rôle assez majeur. Le rhum ne doit d'ailleurs, en tout cas pas dans la OC Martinique, ne doit pas faire de fausses promesses. C'est-à-dire que si vous ne devez pas avoir un nez qui n'a rien à voir avec ce que vous allez avoir en bouche. En général, il faut savoir aussi que là, le goût passe en grande partie, on va dire, par l'olfactif. Donc, doit-on absolument avoir des arômes similaires? Donc, je le disais aussi, quand j'ai parlé des axes, on peut avoir soit de la complémentarité, donc des choses qui se complètent, des choses opposées, donc des choses assez contrastées aussi, ou bien des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Donc c'est les trois axes voilà. Mais pour le dernier axe, c'est un peu plus complexe. Ça nécessite quand même d'avoir une belle maîtrise de son palais et de sa mémoire gustative. Parce qu'il faut savoir exactement, quand on a le truc sur le papier, ah ça donne telle note, telle note, telle note. Ça pourrait éventuellement aller avec ça. Euh, Quels sont les rhums? Certains rhums sont-ils plus ou moins facilement accordables avec la nourriture? Si oui, pourquoi? Ben, j'en parlais aussi hein, quand j'ai fait le petit récap sur les différents rhums et ce qui va bien avec. Euh, Ce sera toujours plus compliqué avec les choses qui sont très marquées. Plus c'est marqué, plus il faut avoir quelque chose en face pour contrebalancer. Donc là aussi, c'est de la maîtrise des saveurs et des goûts. Euh, Accord de mets, rhum préféré. Accord de mets, rhum préféré, j'en ai plusieurs. Le rhum et le chocolat, le rhum et le foie gras. Je crois que s'il y a un truc que ben, alors, il me semble que ça fonctionne sur le papier, mais moi j'y croyais pas trop. Parce qu'on a souvent cette image du foie gras avec le vin en fait. Et, euh, on n'a pas souvent cette idée que quelque chose d'aussi particulier que le foie gras, ben, on pourrait aller sur du rhum. Alors pas n'importe quel rhum, ce serait du rhum assez vieux, donc de l'extra vieux plutôt. Essentiellement dans les notes fruits à coque, bois noble. Donc ça c'est surtout chêne français. Donc un bon XO d'HSE par exemple ou un petit Castrinf de chez Trois-Rivières, ça pourrait le faire avec un petit foie gras, des petits foie gras soit toastés, soit légèrement poêlés. Pour avoir déjà testé, j'ai été assez surpris. Mais ça fonctionne très bien et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un des trucs sur lesquels je pourrais aller, en tout cas aller régulièrement. Mais malheureusement, c'est pas tout le temps Noël. Euh, voilà, donc j'ai répondu, je pense, aux deux questions qu'il avait. Donc la deuxième question, c'était l'accord de mai le plus original, celui où je ne m'attendais pas à la réussite. Donc ce serait un peu ça. Alors j'ai Olivier Scars qui m'a posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il est là, Olivier? Parce qu'il a pas mal de questions. Euh, et il m'a fait. Je pense qu'il va faire il a fait l'essentiel des questions de ce que je vois. Alors, opinion sur la scène mixologie aux Antilles, je l'ai un peu donné.
Euh, il y a de la matière première, alcool, jus, sirop, fruits, épices. Effectivement, je suis d'accord, hein. En Martinique, on vit dans un panier de fruits en 365 jours de l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saison où il n'y a pas de fruits en fait. On a saison sèche et saison de pluie. Quelle que soit la saison, il y a toujours quelque chose qui est en train de faire des fruits tropicaux essentiellement, mais bon, voilà, il y a quand même de quoi faire. Donc, franchement, n'hésitez pas à vous fleck avec ceux qu'il y a dans votre jardin pour ceux qui vivent ici. Mais n'en déplaise à ceux qui sont en métropole, voilà, pas aussi, là-bas aussi, il y a plusieurs saisons, il y a aussi des fruits de saison. Il y a toujours des choses qu'on peut faire. Donc oui, on a beaucoup de matières premières, on a l'un des meilleurs rhums du monde, effectivement, donc on a de plus en plus de produits adaptés à la mixo, c'était un peu ça ta question. Des fois, vous en avez, il disait que, voilà, on voit depuis la métropole, donc de très loin, certaines initiatives comme la nôtre, merci, de Caribbean Bartender, je pense. Mais il me semble qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Alors, il faut savoir qu'on est une île, donc on n'est pas super nombreux. On n'est pas non plus une destination touristique aussi phare que Paris, donc ça ne brasse pas. Et je pense que c'est ça, le brassage, qui fait que à Paris, on a vraiment cette institution du monde des cocktails et des cinquièmes dames que j'ai rencontrées, cinquièmes dames dans le monde du cocktail que j'ai rencontré là-bas, que j'ai eu la chance de rencontrer là-bas. Euh, euh, donc c'est pas aussi facile d'avoir vraiment une scène du cocktail ici. Ça arrive. Alors il y a deux choses qui contribuent fortement. Ben, c'est déjà les remiers qui, avec la rayonnance du produit, la rayonnance qu'a le produit là-bas, commence à drainer donc l'attention des gens ici, vers la Martinique. Donc il y a des petits concours internationaux qui se ramènent. On a ramené d'ailleurs un concours national avec Boris. Euh, on a ramené le trophée, les trophées du Bain. C'est un concours national métropolitain qui regroupe pas mal de marques internationales et, euh, et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que du coup, ça aurait permis aux concurrents qui auraient été sélectionnés de se confronter à des bartenders là-bas. Et je pense que c'est l'une des choses qui peut faire aussi beaucoup évoluer les barmen. En tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup fait évoluer, de rencontrer d'autres bartenders d'ailleurs que la Martinique. Je dis pas que j'ai pas fait de très belles rencontres ici, ça, pas du tout. Mais il y a des choses qui m'ont fait vraiment voir des gens qui ont grandi dans un tout autre milieu, état d'esprit que le nôtre, en Martinique, je veux dire. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur des choses. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de cette notion de voyage, vraiment très intéressant pour la filière bar, de voyager, de rencontrer des gens et voilà, de découvrir d'autres produits, d'autres technicités, voilà, d'autres choix de matières premières, voilà, pour les sirops, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, il ne semble pas qu'il y ait de lieu dédié à la mixo ici, mais pas encore. Ça commence à avoir du bar, on commence à avoir du comptoir. Ici, c'est ça qui est bien. Il y a 2-3 ans, avoir un bar avec station, c'était apparemment un rêve fou que je faisais dans mon coin. Et là maintenant, on a des bars en tout cas, on a des restaurateurs ou des propriétaires de bars qui conçoivent, on va dire, qui conçoivent de nous consulter avant de faire un bar en fait. Avant, vous arriviez, le restaurateur faisait son établissement, il faisait sa cuisine, il l'équipait comme il voulait, et après il recrutait. Donc on arrivait dans l'établissement avec voilà, une table et on vous disait voilà, ça c'est ton bar. Donc je comprends pas pourquoi en cuisine on peut mettre, voilà, on va mettre la dernière desserte, on va mettre une planche, on va mettre beaucoup de des et des cents, et pourquoi au bar on devrait se contenter d'une table. Enfin, j'ai jamais compris ça, en tout cas pourquoi en Martinique ils pensent comme ça. Donc de plus en plus, voilà, ils conçoivent de venir envers nous avant. Comment vous voyez les choses? Je souhaite ouvrir un bar. Comment tu vois voilà, le positionnement des éléments du bar? Est-ce que tu as une idée de plan? Voilà, on a de plus en plus ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé l'entreprise. Euh, donc ça, ça commence. On n'en a pas encore assez à mes yeux. Et ceux qui tardent à le faire, pour moi, c'est ceux qui devraient justement pas tarder. Je parle des hôtels. Il y a trop peu d'hôtels qui misent vraiment sur la partie bar de leur établissement. Alors que c'est le premier endroit, je sais pas pour vous, où moi je vais quand je vais dans un hôtel. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a la chambre, ok, on a posé les valises, il est où le bar? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en général qui
trotte dans ma tête quand j'arrive quelque part. Mais voilà, trop peu d'établissements mis là-dessus. Il y a même des établissements où le bar est fermé. J'ai du mal à comprendre ça. Le bar principal de l'hôtel est fermé une majeure partie de la journée. C'est assez ouf de concevoir ça pour moi. Je dis ça de mon côté où j'ai bossé dans des endroits comme, voilà, comme même des paquebots de croisière où vous avez donc des bars, il y a 17 bars à bord environ qui tournent H24. Il y a des shifts voilà, on se relaie pour que le bar tienne de 7h du matin à 1h du matin, quoi. Donc, quand j'ai pour moi un hôtel qui est pour moi quelque chose d'assez similaire, où vous avez un bar, ben, que ce soit sous-exploité, je trouve ça dommage. Donc, de lieu Didi à la Mixo, euh, non. De bar à cocktail Mixo, oui. De bartender Mixo, de plus en plus. Et j'espère que ça continuera à aller dans ce sens. Donc, je salue tous mes amis et confrères du Chill, du Kinky, du Baywatch, du Cloud. Voilà, tous ces petits établissements qui ont en tout cas misé sur le bartender pour dynamiser leur espace. Et qui, en tout cas, jusqu'à l'heure où on parle, n'en sont pas très tristes. Ouais, il y en a qui font. Je suis devenu un chat entre les gens qui regardent. Non, mais je vois vos questions, je rigole. Mais il y a des questions entre vous qui sont assez marrantes. Genre, comment ça va, ça au fait bisous câlins, etc., etc. Donc, alors, d'autres petites questions. Y a-t-il des lieux tout autant qualitatifs? Donc, j'en ai cité quelques-uns, hein. Voilà, faut pas forcément aller dans un palace, voilà, pour trouver. D'ailleurs, il y a d'ailleurs des endroits où justement on avait un beau bar, on avait un bel espace et voilà, pas le barman adéquat ou pas quelqu'un d'assez formé derrière le comptoir et franchement ça contraste de ouf et c'est navrant, c'est chiant, enfin, pour ne pas dire autre chose, d'aller dans des endroits où vous réalisez le potentiel du lieu et où vous voyez que bon, on n'a pas mis les bonnes choses au bon endroit. Soit. Alors Martinique, voilà, en Guadeloupe, je vais pas assez souvent en Guadeloupe, mais j'ai des amis là-bas, j'ai Nicolas qui travaille dans un bar là-bas et qui souhaite d'ailleurs travailler avec nous. On reste en contact, Nicolas. Euh, j'ai un confrère, on va dire, quelqu'un qui fait un peu la même chose que nous ici, qui le fait très très bien d'ailleurs, c'est Rainer Boucard, qui a aussi son entreprise et son bar là-bas, que je salue aussi si jamais il passe sur la vidéo. Guyane, j'ai pas du tout de. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mis les pieds en Guyane. Il faut que je refasse une expédition punitive parce qu'apparemment vous faites du rhum là-bas. Donc je vais aller voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai pas trop de lieux en tête, mais voilà. Et en Martinique, il y a déjà ces petits noms que je vous ai donnés. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, je parle pas de lieux, on peut prendre des cocktails classiques, ben, je vous ai donné. Le bartender raconte son histoire. Allez voir mon pote Laurent au Four Senses. Laurent au Four Senses, voilà, qui est en dessous qui est près de la Tour Lumina à Fort-de-France. C'est un petit gars que j'ai vu évoluer, mais genre de ouf. Limite, je le mets au-dessus de moi là, depuis quelques années. Et qui, franchement, me fait plaisir quand je vais au Four Senses. Toujours bien reçu, toujours bien accueilli. Il y a toujours un petit truc à faire goûter. Il y a toujours un petit alcool qu'il a découvert et qu'il il en parle extrêmement bien. Et c'est ça un bartender, hein. C'est pas le gars qui, forcément, effectivement, c'est bien de savoir débiter, mais connaître ses produits sur le bout des doigts. Avoir de la technicité, avoir de la dextérité sur ce que vous faites, sur ce que vous produisez. Ça, c'est un truc, bon, à faire des meufs, pour ceux qui s'intéressent. Mais voilà, voilà, c'est un plus pour un lieu d'avoir un bartender comme ça. Et je trouve que Laurent, tu as un plus pour le Four Senses. Si ça peut le permettre de de te donner un salaire correct, soit. Le public antillais s'y intéresse-t-il? Le public antillais s'intéresse à ce qu'on met dans son visage. Donc c'est vraiment depuis quelques années ce travail qu'ont fait les bartenders de l'île, en tout cas que je ne vais pas tous citer, mais qui se reconnaîtront, d'essayer d'amener donc de la visibilité, de l'originalité dans la proposition, dans l'offre de bar ici. Voilà, et forcément les gens vont suivre, puisque du coup dès qu'un truc fonctionne, surtout quand ça fonctionne à l'étranger, forcément, avec l'univers bien sûr des smartphones, etc., ce qui dit visibilité,
y a intérêt, qui dit intérêt, donc voilà. Donc le public martiniquais s'y intéressait pas trop avant, puisqu'on avait, on va dire, ces habitudes, et ces vieilles habitudes un peu difficiles à casser. Les fameux justement cocktails qui tournaient sur les cartes, la piña, planteur, caipi, mojito, piña, planteur, caipi, mojito. Ça avait, voilà, où les gens pensaient qu'il n'y avait que ces cocktails-là qui existaient au monde, limite. Et donc, à force de montrer, ben ouais, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Voilà, on peut faire des sirops maison, voilà, on peut faire des choses aussi intéressantes. Il y a de plus en plus, les gens s'y intéressent, et c'est d'ailleurs ce qui fait, on va dire, le rayonnement de l'entreprise actuellement, c'est on mise vraiment que sur ça, que sur de l'originalité, que sur de la création. Et on le fait depuis plusieurs années. Donc maintenant, nos visages commencent à être connus on va dire dans le paysage des bartenders de l'île. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc oui, les Martiniquais, les Antillais, je veux dire, plus largement, s'y intéressent de plus en plus. Qu'en est-il des formations? Ça, j'en ai parlé. Donc même si le cursus classique, formation hôtelière, je pense que ça ne doit pas démériter, hein, d'avoir les bases, d'avoir des solides notions, des solides connaissances. Euh, mais j'avoue que mon parcours autodidacte peut laisser penser le contraire. C'est-à-dire que j'ai jamais mis un seul pied en école hôtelière. Et je suis actuellement sollicité, ben, d'ailleurs aujourd'hui avec vous, pour parler justement de ce métier qui a d'abord été une passion et qui est devenu par la suite une vocation. Il y a eu des questions un peu plus cool, toujours d'Olivier, hein. J'espère que tu écoutes Olivier parce que c'est à tes questions que je réponds. Rhum vieux préféré pour un old fashion, il y en a plusieurs là aussi. Le fameux Black Sheriff, avec ses notes de bourbon, le HSE VSOP. Il y a certains qui diraient, ah, du VSOP en cocktail, oh mon dieu. Non, si, VSOP en old fashion, en tout cas celui d'HSE. On pourrait aller tâter aussi le Hardy que j'ai goûté récemment. Ça doit fonctionner assez bien. Une idée de blanc pour twister le Negroni. Pour twister le Negroni, en parlant de cocktail, parce que j'ai le nez qui déglace, hein. Twister le Negroni. En Negroni, si je me souviens, c'est gin, Campari, vermouth. C'est quelque chose d'assez sour, donc il faudrait un blanc qui tire sur des notes assez salines, iodées, et avec des belles notes de canne fraîche, pas trop d'agrumes, pas trop de notes trop fruitées, pas trop d'ananas et de ce genre de choses. Des exemples en tête, un blanc qui tire là-dessus. Le JM, comment il s'appelle ce JM là déjà? Joyeux de Makuba, je trouve qu'il tire bien là-dessus. Alors la cuvée, parce que si toutes les cuvées ne se ressemblent pas, la cuvée 2017 de Canne Bleue, le Black Cane de chez Bologne, je pense que ça fonctionnerait extrêmement bien en Negroni. On pourrait aller aussi sur le petit Lamoni terreau, c'est Lamoni, le rouge, le thé rouge, hein, de Lamoni, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est des rhums qui fonctionneraient très bien pour twister le Negroni, en tout cas pour remplacer le gin. Je pense que c'est de ça que tu voulais parler, Olivier. Rhum blanc agricole pour le mojito, choix par défaut ou réel intérêt gustatif. Euh, du coup, pour moi, c'est plus un mojito. Terminé. À partir du moment où on met un autre ingrédient, comme tu l'as dit plus haut, c'est du twist. Donc tu peux plus l'appeler mojito, tu peux plus l'appeler mojito, en tout cas au sens propre du terme, parce que mojito c'est rhum cubain, rhum de mélasse, rhum euh, type anti-hispanophone. Donc il peut y avoir un intérêt gustatif, mais ça, c'est pas en partant sur un mojito revisité. Donc oui, on peut y mêler très très bien. D'ailleurs, ça a d'abord été un choix par défaut des bartenders d'ici parce que la bouteille de rhum ici aussi entre 6 et 9 euros. La bouteille de rhum cubain, elle tire plus vers les 20-25 euros. Donc oui, par défaut, pour un seuil de rentabilité correct,
Ah, cuvée de l'océan, Trois-Rivières, je valide l'Olivia pour le Negroni. Euh, euh, on est d'accord, ben oui, ben effectivement. Oui, non, du coup, c'est plus un mojito. Et, voilà. Donc, si on part sur une revisite, effectivement, si on veut amener plus de strength, si on veut amener un bouquet beaucoup plus floral, si on veut amener un bouquet beaucoup plus spice, en fonction du rhum qu'on va choisir, enfin, si, pas spice, du coup, on a dit rhum blanc, euh, oui, on peut partir sur le rhum agricole, rhum blanc agricole de Martinique. Sinon, restons dans le rhum cubain. Un classique est un classique, surtout le Morito. Vous allez réveiller des bartenders de leur tombe en leur disant que vous mettez du rhum agricole dans vos Moritos. Tout comme si vous réveillez des bartenders martiniquais en leur disant que vous mettez de la grenadine dans le planteur. Euh, Est-ce que la folie Campari en Jamaïque, puis le rachat d'Appleton par Campari arrive aux Antilles, depuis le rachat de Trois-Rivières? Alors on n'a pas encore trop pris l'odeur ou senti l'impact de ce rachat de Trois-Rivières par Trois-Rivières, du groupe Trois-Rivières, l'Harmonie du Kens par Campari. Écoutez, donc c'est des choses qui se voient pas nécessairement. Écoutez, effectivement, la marque est mise sous tutelle, on va dire, d'une enseigne, de l'enseigne, mais je trouve que vu qu'on choisit beaucoup d'acteurs locaux, et puis voilà, même si c'est Campari qui détient la marque, le rhum L'Harmonie ou le rhum Trois-Rivières sera toujours fait selon les règles de l'AOC Martinique. Donc j'ai pas encore trop vu cet impact, en tout cas sur les marques en question. On verra ce que ça donnera sur le marketing, etc. En tout cas, on continue à bosser avec eux. On va d'ailleurs faire des petites vidéos dans pas longtemps avec la gamme Trois-Rivières. Euh, non, on n'a pas c'est pas un alcool qui prédomine. Après, le Campari, de ce que je vois, en tout cas moi, de la Jamaïque et dans les autres Antilles anglophones, anglo-saxonnes de la Caraïbe, c'est surtout un alcool utilisé comme alcool festif. Donc pas spécialement comme un cocktail, mais plus comme un mixed drink standard, donc, au même titre que le whisky coca ou ce genre de choses. Donc c'est pas la folie ici, donc non. Le Campari est toujours sur les étagères, c'est un alcool, j'ai envie de dire, c'est une liqueur incontournable que tout barman, en tout cas barman européen, a dans son comptoir. Euh, donc c'est un amer, hein, c'est un bitter, le Campari pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a le palais un peu plus gourmand. Il faut dire, les Anglais, ils ont justement ces préférences pour les cocktails très sour, donc tout ce qui est les Anglais et les Italiens, on va dire aussi. Donc tout ce qui est Negroni, tout ce qui est gin tonic, tout ce qui est Tim Collins, voilà, on a toujours ce côté assez amer parce que le gin et ce genre d'alcool ne tire pas vers la gourmandise. Euh, et le Campari aussi qui arrive, donc utilisé comme apéritif en France, utilisé comme apéritif ici, mais on n'est pas sur le, voilà, tous les bars de l'île ne sont pas placardés comme Paris. Est-ce qu'il y a une association en vogue ces temps-ci? Non. 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 Mais on a souvent revisité le Negroni avec nos rhums d'ici d'ailleurs, avec tous les twists que j'ai proposés, mais des fois en même changeant le vermouth, en utilisant autre chose, en utilisant des sirops, voilà, en faisant un twist. S'il y a une recette qui me vient en tête, c'était un Negroni revisité, donc avec cette fois-ci rhum vieux à la place du rhum blanc. C'était du Lillet, rhum vieux Lillet, et un sirop assez amer, je ne sais plus quel bitter qu'on avait mis. Voilà, ça donnait un Negroni un peu plus gourmand. Mais voilà, du coup, on sort vraiment du Negroni de ce qu'on cherche là-dedans. Donc, pour l'instant, les petits classiques, Spritz, Negroni, etc., c'est ce qui, en tout cas, fait plus recette ici. Cuba Libre au Royal Soda Campagne, vous validez? Non. Non. Salut. C'est quoi ça? Cuba Libre, ouais, elles sont pas. Encore une fois, dès qu'on twist un ingrédient, parce qu'on va remplacer, je suppose, le coca par le soda de campagne, du coup, on n'est plus dans le Cuba Libre, c'est une revisite. Ça peut fonctionner, hein, mais moi, ça ne me dirait pas. Rhum préféré pour le daiquiri, cuvée de l'océan Trois-Rivières, très très intéressant. Sinon, cuvée 2016, 2012, cuvée 2012 d'HSE.
le Dillon, euh, le Dillon canne rouge, très intéressant, daiquiri aussi. Étant normand, Calvados, est-ce que vous le travaillez alors est-ce que le rhum se marie bien? Oui, pourquoi pas, hein. Ce sont des spiritueux assez similaires, surtout quand on va dans le vieillissement, puisque Calvados, c'est nécessairement cette phase de vieillissement. Euh, oui, ça peut fonctionner. Moi, j'avais fait une espèce de sangria un peu entre créole et, on va dire, un peu normande, où j'avais mis un peu de rhum blanc. C'est une sangria minute, hein, donc il n'y avait pas justement cet effet de macération pour laisser les fruits bien se gorger, d'où le fait que je rajoutais de l'alcool au préalable dans le shaker avec ces fruits. Donc, calva, euh, calva, rhum blanc assez standard. Et vous y mêlez donc des fruits rouges, framboises, fraises, de l'orange pays en rondelles. Vous pressez tout ça dans un shaker. Vous rajoutez la cannelle, un peu de muscade et une petite goutte de vanille. Et vous servez ça, vous laissez, voilà, vous versez ça sur des glaçons. Vous pouvez compléter au champagne, ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Bitter aussi là-dedans, soit bitter, petit bitter standard, j'ai envie de dire, euh, ou on peut mettre un petit bitter agrumes, ça fonctionne aussi. Auriez-vous une recette à nous faire découvrir? La voici. Et j'ai fait déjà découvrir notre recette tout à l'heure. J'avais d'autres questions. On vit à la sauce anti-française. Eh bien oui, super, j'espère. Cocktail préféré, pourquoi? Ben, Mai Tai, franchement, je pense que c'est quelque chose. Plus celui-là avec ce côté fumé qui s'est bien greffé sur le verre et qu'à chaque fois que je prends une gorgée, je l'ai. C'est une association que je pourrais boire mais vraiment toute la journée. Donc les associations amandes qu'on retrouve dans le sirop d'orgeat et ici dans le falernum. Association d'amandes, d'ananas, de citron, de rhum et de rhum vieilli. Donc là j'ai utilisé le whisky avec canne qui est vieilli en fût de rhum et ça donne un joli twist. Donc puisque ça amène ce côté euh, caramel, épices douces. C'est un truc que je pourrais boire mais genre toute la journée. Ceux qui me connaissent, voilà. C'est vraiment, je pense que c'est d'ailleurs pour les bartenders qui sont là. C'est un truc que je leur demande souvent les rares fois où je vais, d'ailleurs, je vais pas tout le temps en bar à cocktail. Je vais voir les gens en qui j'ai une absolue confiance. Donc, si vous me voyez souvent à votre comptoir, vous savez que j'ai confiance en vous, mais genre éperdument, parce que je vais vraiment pas être déçu niveau cocktail. Euh, en général, justement, je prends pas de risque de miser 10 euros ou 15 euros ou 20 euros, je m'en fous, sur un truc qui va pas me plaire. Donc, je vais dans des endroits très précis où je sais qu'il y a voilà, des gens qui savent ce qu'ils font derrière le bar. Donc, je dois souvent leur demander ça et je leur demande souvent des twists de ça d'ailleurs. Voilà. Alors, j'ai une question de Grégory Duval. J'aime beaucoup le gombo. Est-il possible de trouver un cocktail avec côté gluant? Pourrait-il épaissir le cocktail comme le Simos? Eh ben écoute, on peut faire des cocktails avec vraiment tout. Enfin, tout ce qui est consommable, tout ce qui est consommable. Je pense que oui, le gombo ça fonctionnerait bien. C'est un légumineux, c'est vrai que ça devient gluant. Et ce côté gluant qui peut amener de la texture. Donc, au même titre que les gens qui ont déjà fait des cocktails avec le fruit à pain, des gens qui mêlent ben, la crème de coco, le côté gluant que ça peut amener donc de la texture. Oui, ça pourrait fonctionner effectivement comme le cynos, c'est une algue pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça pourrait fonctionner dans un cocktail, parce qu'il faut s'imaginer vraiment la texture que ça va amener, mais on pourrait faire un mocktail assez vegan, donc d'ailleurs avec pas mal de fruits et ça pour amener du côté le côté texture. Un mocktail c'est un cocktail sans alcool. Ou on pourrait aussi faire un cocktail style colada ou une espuma, quelque chose d'assez texturé au blender hein, pour bien bien écraser ce légume. J'aime bien travailler les légumes en cocktail. J'ai un petit cocktail que j'aime bien faire à la betterave.
Dans un esprit, il faut s'imaginer, ça c'est encore une fois merci à HSE de m'avoir poussé dans mes derniers retranchements. Au point de ces trucs-là, il faut vraiment s'asseoir avec un stylo et se gratter la tête comme ça. Euh, donc je suis parti sur un esprit un peu Bloody Mary. Donc il me fallait une texture autre que la tomate. Un légume, en tout cas quelque chose qui n'est pas la tomate. Donc j'ai utilisé de la betterave que j'ai mêlé avec du jus de pamplemousse, avec le zeste, hein, donc des dés de pamplemousse pressés, du rhum blanc infusé avec des notes de thé, donc pour amener ce côté épice, céleri qu'on a dans le Bloody Mary. Voilà, le tout bien shaké, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Et j'ai aussi, l'année dernière, j'ai gagné un concours toujours dans le rhum. C'était le Martinique Rhum Awards. C'était vachement sympa. On devait travailler un cocktail au rhum. Et donc j'ai utilisé donc la carotte. L'idée m'est venue en passant devant la cuisine où ils faisaient des acras. Je me suis dit, tiens, j'aurais bien fait, d'ailleurs en parlant de food pairing, fait un cocktail qui va bien avec ça. Et donc, je sais pas, c'est l'odeur des acras qui, en passant devant la cuisine, d'ailleurs, j'ai été leur demander des acras pour les proposer en food pairing le jour même euh, à côté de mon cocktail. Donc, c'est vous dire comment j'arrive très préparé dans mes concours. Donc, carottes, cerise acerola, donc du jus de cerise acerola pays. N'allez pas forcément prendre carré antillaise ou les trucs déjà manufacturés, du jus. Vous prenez le jus, vous le râpez, vous prenez la pulpe, voilà. Ce sera toujours plus intéressant de faire ça maison. La carotte, pareil, centrifugée, et du jus d'orange pays. Le falernum, le fameux falernum, mais cette fois-ci fait maison, donc que j'ai pu équilibrer à mon goût, donc avec beaucoup plus de peps, avec donc, le gingembre plus présent, etc. Euh, et le girofle aussi. Et donc un rhum blanc, j'ai utilisé le parcellaire pour son côté agrumes. Euh, voilà, on a un cocktail assez simple à faire. C'est des ingrédients qu'on trouve dans le jardin. Pas toutes les saisons pour la cérola, mais bon, voilà, on peut trouver ça assez facilement en Martinique. Voilà, et ça a donné quelque chose d'assez sympa. Pour le falernum, parce que j'en parle souvent et j'ai vu la question un peu plus haut, falernum, je vous disais, c'est entre l'orgeat et les épices. C'est un sirop complexe. Donc, il vous suffit pour ça de râper une bonne dizaine de zestes de citron. Donc, râper pour avoir le zeste. Vous prenez des amandes effilées torréfiées ou bien vous prenez des amandes effilées que vous torréfiez ou vous prenez des amandes que vous écrasez, vous passez à la poêle vite fait pour leur donner une petite couleur. Du girofle, une bonne pincée de girofle, de la muscade et du gingembre. J'en parle, j'ai cité tout. Donc vous mettez tout ça infusé dans un petit peu de rhum ou dans un alcool un peu plus neutre si vous voulez pas que ça prenne trop le côté rhum. Vous pouvez le faire infuser dans du rhum de mélasse ou dans de la vodka pendant 24 à 48 heures. Que le rhum ait le temps de bien récupérer tout ce qu'il a récupéré dans le tout. Et du coup, vous mêlez ça à un sirop de sucre simple ou vous rajoutez du sucre par la suite après les 24 heures d'infusion. Voilà, vous avez votre falernum, vous passez les ingrédients solides, donc vous filtrez, vous avez un falernum. Donc ça peut servir vraiment, c'est vraiment un passe-partout pour ceux qui aiment le côté relevé et les épices. Donc vous pouvez en mettre dans votre ponche, vous pouvez en mettre dans votre planteur, vous pouvez en mettre dans des cocktails comme les petits cocktails tiki ou le Mai Tai que j'ai ici. C'est très très simple à faire. Donc voilà, les sirops c'est assez simple en général. Il suffit d'infuser ce que vous voulez infuser, donc ça dépend des degrés d'infusion. Si c'est du thé par exemple, ça dépend du temps d'infusion aussi. Pour les fruits, c'est un peu plus long. Pour les épices et les choses comme ça, c'est un peu plus court. Vous pouvez infuser à l'eau chaude, vous pouvez infuser à l'eau froide, vous pouvez infuser dans l'alcool. Voilà. Il y a plein de petites recettes assez faciles sur les réseaux, sur internet là aussi. N'hésitez pas à vous éclater. Quand vous avez des choses qui tombent des arbres près de chez vous, il y a forcément quelque chose à faire. Rhum jus de comète. Alors attendez, je vais remonter un petit peu parce que là j'ai quelques questions aussi. Alors, recommandation rhum fromage. Rhum fromage. Ah bah ça c'est une recommandation évidente. Quand vous prendrez un fromage assez texturé, donc quelque chose comme un comté, voilà, AOP, quelque chose d'assez solide, avec un rhum qui a des notes justement de fruits tropicaux, notes de fruits de la passion, un rhum vieux.
Donc ça pourrait fonctionner. Du comté et du... Mais toi, d'ailleurs, Guillaume qui aime bien HSE, le sauterne brut de fût finish, je précise sauterne brut de fût finish, euh, avec un fromage très texturé. Voilà. Euh, alors, que conseilles-tu pour le rhum foie gras chez HSE? À la française. À la française. On est sur un assemblage fût de chêne français. On est, on est un peu dans l'extra vieux, dans l'hortage. Je trouve que c'est un très très bel équilibre sur le côté boisé noble que ça a, avec le côté gras du foie gras, le côté un peu lourd du foie gras. L'IXO peut fonctionner aussi, dit Marie Guérin. Je suis pas contre la réponse de Marie, mais je trouve que le top du top, ce serait à la française. Autre association, camembert, rhum fromage, hein, camembert et rhum vieux aussi, camembert et, si on doit rester chez HSE, euh, camembert et marquis de terme, j'ai envie de dire. Et ouais, évidemment. Repas, accord de mets, rhum. En repas, euh, alors repas tropicaux, un bon colombo ou un bon fricassé de chartreux ou des choses comme ça, là, avec plein d'épices, des fruits de mer, et ça part vraiment dans tous les sens la cuisine antillaise, c'est ça qui est bien. On a des épices très fortes, des épices douces qui sont dans le même plat. Euh, Tu peux prendre bon petit Dijon d'ailleurs en castreinte avec derrière un castreinte, un brut de fût derrière un plat comme ça. Ça peut être assez sympa. Alors, j'avais peut-être mal compté. Entrée, plat, fromage, dessert, café. Alors, toi, tu veux prendre un rhum à chaque moment du repas. Alors, entrée, on a les fameux acras. Je déroge pas là-dessus. Pour moi, c'est un truc qui fonctionne très bien et qui va plaire à tout le monde. On a les fameux acras tiponche. Voilà, comme ça, tu commences au blanc. On a aussi donc le fromage, j'ai déjà cité. Le plat, j'ai déjà cité. Dessert, euh, un rhum assez machin. Alors, le finition Fino Rosso avec de la tarte meringuée. Au-dessus, c'est de la tarte meringuée avec le Lorosso. C'était génial, j'ai testé. C'était top. Et avec café, l'XO, hein, l'XO standard. Un XO standard, pas forcément celui d'HSE, un bon XO bien élaboré. Hein, bon XO qui est vraiment dans l'XO et pas rhum vu avec XO écrit derrière euh, sur la bouteille. Ça peut fonctionner très très bien avec le café, le chocolat, etc. Euh, on avait travaillé d'ailleurs des accords de mets et de rhum et de chocolat. On a travaillé chez HSE, donc il y a une gamme de chocolat de la gamme Losea qui fonctionne très bien avec certains rhums. Je vous invite à aller sur la page d'HSE, ils ont une très, très belle déclinaison, définition qui se marie avec tel ou tel chocolat de la gamme. Et comme ce sont des chocolats aromatisés, ça permet un petit peu mieux de comprendre l'osmose qui est créée. Alors, on finit les questions, je crois que j'ai fait le tour. Confectionner un bitter maison, pas très compliqué. Bitter maison, euh, enfin, pas très compliqué. Je dis des bêtises. Le procédé est simple. La sélection des choses à infuser est beaucoup plus compliquée. Il faut aussi maîtriser l'exposition, le lieu où vous faites infuser votre bitter. Il faut avoir une bonne maîtrise de la température de la pièce, etc. Euh, alors il faut partir sous il y a des bases, voilà, il y a des épices euh, type bitter voilà, qui vont amener très rapidement cette astringence qu'on veut dans le bitter, dans l'infusion. Donc on parle du bois de Palo Santo, du bois d'Inde, voilà, de, de- des épices
Il y a aussi des épices sèches assez intéressantes, le poivre de Sichuan, des choses comme ça qui vont amener très rapidement le côté bitter. Et après, vous équilibrez avec autre chose. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre tout à infuser au même moment. Vous pouvez avoir différents temps d'infusion. Vous pouvez mettre directement ce qui prend du temps à infuser, donc ce qui est plus complexe à infuser dès le départ. Et les choses que vous voulez pas qu'elles prennent le dessus, vous les mettez à infuser sur les dernières semaines ou voilà, les derniers jours de l'infusion. Donc en principe, voilà, faut partir aussi sur du rhum. C'est ça qui est compliqué aussi quand on veut faire des bitters. Il faut partir sur du rhum à haut degré, donc du brut de fût, du brut de colonne, pardon. Euh, en général, il faut partir sur un alcool neutre parce que si vous voulez pas le côté, les notes du rhum dans le cocktail, donc le côté végétal, minéral, si vous ne le voulez pas dans votre bitter, voilà, ce serait donc à éviter pour votre bitter. Mais j'ai goûté des bitters au rhum, fait au rhum de Martinique. Il y a de l'avenir là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas assez creusé, les mecs. Encore une fois, on vit vraiment dans un panier à fruits, dans un panier à épices 365 jours dans l'année. Il y a des choses qu'on va commencer à faire dans les bitters. Ils ont déjà commencé dans certaines marques de rhum. Euh, En tout cas, moi, pour les avoir goûtés, ce sera très intéressant de continuer à travailler là-dessus. Voilà. Question, on a fait le tour, je crois. HSE a une ambition de produire un bitter un jour. Alors, nous, on a l'ambition. Est-ce que HSE va adhérer je parle nous, Caribbean Bartenders. Hein. C'est pareil, les deux entités dans ma tête. Je suis un peu schizophrène, justement, aujourd'hui. Nous, on a l'intention d'en faire. On ne sait pas encore quelle marque de rhum qui va adhérer à fond au projet. Il y en a déjà qui ont commencé à en faire ici. Donc, je pense à Saint James, je pense à JM, qui ont commencé à bosser sur des choses. En tout cas, qui ont commencé à en faire, parce qu'ils n'ont pas encore commercialisé ce JM, je crois. Mais ils ont parlé sur de leur page Facebook, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, ça peut être intéressant. On verra si jamais on arrive à faire adhérer HSE à un projet de ce type. En tout cas, ce serait un honneur de travailler à l'élaboration d'un bitter fait à partir de rhum de Martinique. En tout cas pour moi. La sangria. Devrait passionner du rhum jus de tomate. Comment? Rhum betterave, oui, rhum betterave, ça fonctionne. Rhum jus de tomate, ouais, tout à fait. Non, non, vous avez raison de poser des questions. C'est ça aussi ça le live, hein. C'est pas moi qui suis en train de me la raconter. Machin, je suis là aussi pour interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Après, si on a fait le tour, on a fait le tour. Conseil pour le rhum hibiscus, un rhum hibiscus grenade. Alors, si tu parles de rhum arrangé, le rhum de base n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, je parle de la marque. Parce que du coup, tu vas imprégner ce rhum-là d'autres notes. En tout cas, tu vas rehausser d'autres notes en ajoutant des choses. Euh, j'ai envie de dire, quand on part sur des infusions de choses assez gourmandes, il vaut mieux partir sur du haut degré. Donc des fruits, des choses comme ça, qu'on va faire du rhum arrangé avec. Il vaut mieux partir sur du 55 que sur du 50 par exemple. Parce que le fruit va avoir tendance à boire un peu les choses et donc à réduire un petit peu le degré d'alcool ambiant. Et comme il faut quand même du peps pour que certaines choses s'expriment, je parle du degré d'alcool pertinent pour que telle ou telle note s'exprime au mieux. Euh, Baisser le degré, ça va plus vous donner au final une texture liqueur pas forcément intéressante quand on cherche à faire du rhum arrangé qu'une texture rhum arrangé. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Je reste encore 5 minutes, 5 petites minutes avec vous. Hein, je pars pas comme un voleur. Euh, Temps de finir mon cocktail déjà parce que. Ouais. Ok, très sympa ça aussi. J'ai vu qu'il y a une petite trentaine de personnes qui nous ont suivi un petit peu tout le long. Franchement, je vous remercie d'avoir su. J'espère que j'ai apporté des réponses à vos questions
si vous en aviez. J'ai essayé de répondre à toutes les questions que j'ai pu récupérer sur le net, en tout cas que vous m'avez posté en commentaire sur les ventes et sur la photo. Euh, on va pas se laisser comme ça, on va passer un bon petit moment, on va se laisser sur une petite déguste. Je vais rendre hommage à la confrérie du rhum. Je pense que Benoît et Jerry et les autres reconnaissent cette petite bouteille. Et je remercie qui de droit la personne se reconnaîtra, je pense qu'elle va mettre un commentaire d'ailleurs, qui me l'a filé. C'est l'un des premiers bruts de fût de la gamme HSE, qui était fait en collaboration d'ailleurs avec donc, la page de la confrérie du rhum. Donc c'est un brut de fût là, j'ai le chêne français. Alors pour ceux qui ne savent pas, brut de fût, c'est un rhum qui a vieilli, qu'on a fait vieillir donc, puisqu'il y a la notion de fût, mais dont on n'a pas aménagé le degré d'alcool. On va préciser les choses. Chaque note aromatique a un degré d'alcool, on va dire, où il s'exprime de façon optimale. Il y a un degré d'alcool pour tout ce qui est épice, il y a un degré d'alcool pour tout ce qui est fruité, il y a un degré d'alcool plus pertinent, je parle, pour tout ce qui est herbacé. Donc en fonction du profil aromatique du rhum, ou en tout cas du profil qu'on veut mettre en avant, vous allez voir que sur les autres rhums, en général, même sur les rhums vieux, donc qui ont des courts temps de vieillissement, on est sur des degrés relativement bas. On est sur du 40, 42, 43 degrés sur 2-3 ans de vieillissement. Sachant que le rhum est généralement mis en fût à un degré beaucoup plus élevé, donc aux alentours de 60 degrés. On a du mal à croire que la part des anges suffit en 3 ans pour descendre le degré à ce point. Donc c'est souvent un ajout d'eau qui est fait après la mise en fût, donc ce qu'on appelle le brassage, un brassage qui est fait après le fût, qu'on va faire pour ramener le degré d'alcool à un degré pertinent pour les notes qu'on veut mettre en avant. Et pour certains rhums, certaines choses vont parfois donner un rendu aromatique tellement complexe, une richesse tellement étendue, que du coup on va avoir, des notes qui, si on ajoute l'eau pour le brassage, ne vont pas s'exprimer. En tout cas des notes intéressantes. Donc il est mieux pour ce type de rhum de le proposer donc, en brut de fût, sans ajout d'eau, et de proposer à la personne qui va boire de balayer le profil aromatique de fond en comble avec justement l'aération et le degré d'alcool qui va se stabiliser dans le verre. Donc fini sur un petit tuto de dégustation de rhum. On a fait le tuto cocktail, ça c'est pour l'apéro. Tuto Dijon pour les gens qui sortent de table, je pense que et qui vont du coup passer au Dijon. Donc ça c'est une petite piste, ça dépend de ce que vous avez mangé, mais après le plat épicé pour ceux qui sont aux Antilles, ou après une bonne viande bien persillée, un petit brut de fût, ça fera vraiment pas de mal. Voilà. Donc je le mets là de côté pour ceux qui n'ont pas bien vu la quille. On est donc sur le brut de fût, édition confrérie du rhum. Il y a presque plus de quilles de ça en plus. Je m'estime chanceux d'avoir 10 centilitres. Merci la personne qui m'a laissé la quille. Mais il est ouf. Et pour ceux qui connaissent la gamme HSE, on en a refait en édition limitée aussi. C'était 2 bruts de fût cette fois-ci qu'on a fait sous le signe de la maison et uniquement sous le signe de la maison. Un peu dans le même esprit. D'un côté le fût de chêne américain, d'un côté le fût de chêne français. C'est aussi ça que j'aime bien chez HSE. Distinguer pas mal de choses et permet d'expliquer la variabilité entre les produits. Fût neuf, fût de deuxième passage, fût de chêne français, fût de chêne américain. Donc ceux que ça intéresse, ou ceux qui ont déjà eu la chance d'en discuter avec les maîtres de chais, c'est très très intéressant. En faisant les dégustations en parallèle, on comprend les choses. Donc il y a pas mal de choses que Lionel Lampin m'a expliqué, il y a pas mal de choses que Daniel Baudin m'a expliqué. J'ai récemment discuté aussi avec Karine Nassal qui a travaillé chez HSE, qui travaille à JM sur plusieurs points, donc je salue tout ce petit monde au passage. Expliquer la variabilité aux clients, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au rhum et donc qui s'intéressent à ça.
pour essayer de retrouver ce qui leur plaise, voilà, les produits qui vont vous plaire en général, vous tournez autour de la même élaboration. Donc c'est ça qui est intéressant chez HSE, c'est qu'on a une gamme tellement vaste et des process tellement variés, des process particuliers pour chaque référence que du coup, on a une très grande variabilité, mais on peut l'exprimer, on peut l'expliquer en tout cas pour les vieux, par l'utilisation de fûts et pour les blancs, par la sélection de cuvées ou la sélection des cannes, ou les deux. Voilà, donc c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans le monde du rhum. Voilà, on voit de plus en plus de parcelles, on voit de monovariétaux, on voit de plus en plus d'experts casques, de fûts de chêne français, de fûts de chêne américains, neufs, de finition, avec cette belle gamme de finitions. J'avais la question tout à l'heure, est-ce que HSE allait utiliser de plus en plus de spiritueux de renom? Si tu t'intéresses un peu à la gamme, tu verras que on va sortir des éditions de finition en whisky finish avec des grandes maisons de whisky qui vont mettre leur nom sur les bouteilles. Ça, je laisse le soin à Cyril Lawson qui va faire un live très prochainement sur la page aussi. Je lui fais un petit coucou, je lui laisse le soin de vous en parler plus longuement, plus professionnellement, plus longuement, et j'ai envie de dire avec plus de poésie que moi encore, j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a qui disent que j'ai dû phraser, mais si je vous trouvais que j'ai dû phraser, il y a moi et puis hors champ, il y a Cyril. Petit coucou Cyril si tu nous regardes. Il y a aussi Guillaume. Cheers Guillaume. Je suppose que toi aussi tu as ton petit verre dans ta main. Voilà. Donc on était sur les dernières petites questions. Je pense qu'on en a plus trop. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu, auquel j'ai pas répondu en tout cas. Euh, Ça fait maintenant près d'1 heure et demie qu'on est ensemble. Je trouve que c'est correct. Vous n'êtes pas trop déconnectés, donc je pense que je vous ai pas trop barbé. J'espère que vous n'avez pas trop suivi. On finit sur cette petite dégustation. Merci à ceux qui ont suivi. Pour ceux qui auront d'autres questions parce qu'ils n'auront pas suivi le live en live et qui veulent poser d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer perso sur ma page Sam J Bartenders des questions ou à nous en poser sur les pages pro de Private Bartender, de Caribbean Bartenders, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Va-t-elle chercher un spécialiste pour le rhum? Tu devrais postuler. Alors, Livia veut me faire avoir des problèmes avec. Ouais, envoie l'offre par mail, Livia, hors des caméras, en message privé, Livia, message privé. On nous voit, Livia. Non, ouais, on verra ça. Ça c'est pas des. Pour l'instant, on est en mode confiné. Regardez, c'est toujours intéressant. Euh, de l'Armagnac, eh ben écoute, je crois que c'est un truc qui fait défaut à mon bar, ça. J'ai cognac, j'ai calva, mais j'ai pas d'Armagnac. Il y a un petit échange de bons procédés à faire, les gars. Je dis ça, je dis rien. Tu vois au-dessus de ma tête qu'il y a des petites choses qui pourraient t'intéresser. N'hésite pas, voilà. Donc voilà, je finis mon verre avec les derniers participants au live. Je remercie encore tout le monde. Ah oui, petite précision pour les brutes de fût. Justement, le haut degré peut vous cacher, vous masquer des choses. Il ne faut pas hésiter à laisser respirer. Le rhum en général, les rhums vieux, ne s'ouvrent pas, les spiritueux, on va dire. Plus généralement, les spiritueux ne s'ouvrent pas nécessairement direct. Alors les rhums justement à haut degré vont prendre encore plus de temps de laisser partir tout ce qui est alcooleux, tout ce qui est un peu piquant, et d'exprimer vraiment les arômes, voilà, tout ce que justement l'alcool masque un peu quand on ne laisse pas justement le temps de s'aérer un peu. Donc l'aération, très important, aérer votre verre, surtout sur les brutes de fût. Surtout sur les brutes de fût. Parce que j'ai des gens à qui justement j'ai fait la dégustation de certaines de nos brutes de fût en faisant en parallèle un verre respiré pendant plusieurs minutes, en laissant ce verre de côté pendant la dégustation, et sortir du coup un deuxième verre donc qui vient de sortir de la bouteille, et de déguster les deux rhums côte à côte, donc un verre qui a 10-15 minutes d'aération, un verre qui vient de sortir de sa bouteille, surtout sur un brut de fût. On peut radicalement changer d'avis
sur ce rhum et du coup même être perturbé on se met limite se demander si c'est le même rhum qu'on a dans les deux verres. Donc l'aération très très importante, euh, très très importante pour les amateurs de rhum et des rhums à haut degré qui sont de plus en plus prisés. On en voit de plus en plus sur les différentes marques, donc de rhum non réduit, de rhum avec des fûts uniques, ce genre de choses, pour avoir justement un meilleur aperçu de ce qu'a cherché à faire le maître de chez dans cette partie de la gamme, aération. Et je parle d'aération, je parle de 15-20 minutes. C'est-à-dire limite, vous le servez, on parle par exemple de l'accord de mai là, avec le sauterne brut de fût et que j'ai trouvé très intéressant avec un fromage, avec le fromage. Vous le servez au moment où vous allez passer à table, limite. Vous le servez au moment du plat, vous le mettez de côté. Et au moment, une fois que tout le monde a mangé, donc après, à peu près une demi-heure après, vous sortez les verres qui ont déjà respiré et vous mettez le fromage à côté. Là, je vous garantis que, vos convives vont vouloir revenir chez vous assez fréquemment. Ah, il y a aussi ces petites innovations, bah, Guillaume justement il en parle là. Il en parlera d'ailleurs dans son live, puisqu'il est un live aussi qu'on suivra, j'espère. Il en parlera dans son live. Ce sont des roms, ce qu'on appelle le vieillissement dynamique. Si je dis pas de bêtises, tu me corriges, n'hésite pas. Euh, c'est le fait de faire vieillir, en tout cas que le rhum passe une partie de sa maturation en fût. J'ai malheureusement pas encore eu l'occasion d'y goûter, Guillaume, donc si jamais tu vois, tu as moyen de faire un petit colis, je dirais pas non. Euh, et de voir l'impact que ça a. Bien sûr, du coup, de faire une dégustation comparative entre le produit standard et le produit vieillissement dynamique. Mais apparemment, ça a vraiment un intérêt et je vous laisse prendre justement le rendez-vous avec Guillaume pour son live la semaine prochaine pour en parler plus longuement vu qu'il travaille justement sur l'un des bateaux qui pratique justement ce vieillissement dynamique pour certaines marques de rhum de la Caraïbe. N'hésitez surtout pas à aller. C'est la fin du live et il y a plein de gens qui se connectent. Coucou à tous. N'hésitez pas à aller du coup sur son live pour avoir de plus amples explications là-dessus. Si vous voulez savoir, alors ça c'est pour le brut de fût français. Si vous voulez savoir à quel moment il est vraiment intéressant, où il commence à s'ouvrir vraiment, vous savez, au nez, le brut de fût, c'est essentiellement alcooleux. Donc au départ, on a surtout le côté, on va dire, éthanol et le côté, on va dire, pas astringent, mais on a surtout du tanin qui part et qui vient sur le nez. Après, déjà, là, ça fait à peu près 5 minutes qu'on l'a servi. Après 7 minutes, on commence déjà à moins savoir ça. C'est-à-dire qu'on a moins d'éthanol, un petit peu moins, et on n'a vraiment plus du tout ce côté trop tannique, trop amer sur le nez, on va dire. On commence déjà à avoir les fruits à coque, le bois noble, etc. Quand il est, j'ai envie de dire, dans sa zone de dégustation optimale, ce que j'appelle la zone de dégustation optimale, c'est la zone où vous avez tous les arômes et absolument pas d'alcool. C'est-à-dire que tout s'exprime de façon intense et on n'a pas l'impression de boire du rhum. Euh, c'est après une vingtaine de minutes pour le brut de fût français. On a vraiment de la gourmandise sur le nez, je veux dire. C'est vraiment extrêmement gourmand. Vraiment extrêmement gourmand. Et là, on n'y est pas encore. Commence, voilà. L'alcooleux s'en est allé, le côté trop soufré, le côté trop tannique s'en est allé, et j'ai vraiment là de la gourmandise. Donc ça commence à arriver. Ah, j'ai mon ami Joyce, bah oui, le canot. Ouais, le canot. Bah, les amateurs de rhum, j'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin de moi pour savoir que le canot est l'un des rares bars, et je trouve ça dommage. Donc c'est peut-être un pic pour les autres bars de Martinique. L'un des rares bars a proposé une carte de rhum
une vraie carte de rhum. Voilà, je ne vais pas utiliser d'autres adjectifs. On est sur une île où on a justement toutes les distilleries qui sont sur place. Euh, Toutes les maisons, enfin, c'est vrai qu'il y a souvent cette guerre des maisons, donc il y en a une qui va se positionner sur tel ou tel restaurant et qui va demander l'exclusivité. Moi je trouve ça dommage. Euh, les touristes viennent ici pour le rhum, donc quand ils vont dans des restaurants, c'est pas pour goûter telle marque, telle marque. S'ils veulent goûter telle marque, ils viennent aux distilleries. Je les reçois à bras ouverts avec HSE d'ailleurs. En général, justement, quand ils vont dans les... je parle d'avis, hein, je parle de témoignages qui m'ont été portés par des gens, des touristes, etc., qui ont été dans les restaurants ici, de ne pas avoir un choix aussi conséquent que ça le devrait sur les cartes de, sur les cartes de l'île, sur les cartes de restaurants de l'île. Même des restaurants très cotés, très prisés. Il y a deux marques qui sont sur l'étalage. Après, bon, je rentre pas dans vos complications, vos partenaires, vos partenariats, etc., vos exclusivités. Mais sachez que c'est une demande récurrente des gens d'avoir le choix. C'est-à-dire que j'arrive là, j'ai envie aujourd'hui de commencer avec un petit punch Lamoni, d'enchaîner avec un cocktail avec du Trois-Rivières et de finir avec un Dijon HSE. Ça doit être possible dans les restaurants et en tout cas le Canot est l'un des restaurants qui le propose depuis plusieurs années. Donc petit coucou au Canot, petit coucou à Christophe et à Joyce. Voilà. Et là, j'ai pas d'alcool, mais j'ai le boisé noble très très marqué. J'ai les fruits à coque, j'ai la torréfaction, bien sûr, qui vient après, petit côté café amande. Et j'ai cette longueur en bouche et c'est ce final boisé qui vient et qui se pose. Donc vous savez, je suis un petit peu dans la gestuelle quand j'en parle parce que c'est vraiment comme ça. Je vois une symphonie quand je mets le truc sur mon nez, sur ma bouche. Donc ça, il y a des notes, voilà, c'est comme une symphonie. Il y a des instruments qui jouent en premier, qui jouent plus fort que d'autres. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois une dégustation. En tout cas, une dégustation pour les rhums de très bonne qualité, comme ceux qu'on a en Martinique. Donc, encore une fois, merci à tous. Je vous laisse là-dessus. Encore une fois, je vous laisse pas sur votre faim. S'il y a d'autres questions, on est là. Caribbean Bartenders ou sur ma page Facebook, Insta. Cheers et bon week-end, Pascal.